J'ai hâte de pleurer toutes les larmes de mon corps à 1h du matin en lisant ce livre. Salut, ici Mookie et bienvenue sur Bookie Covers, la chaîne secondaire de Mookie Dunia. Alors, c'est la 3e fois que je filme cette vidéo. La première fois parce que mon maquillage était tellement horrible que tu aurais dû écouter la vidéo comme ça. La 2e fois parce que le son était tellement horrible que tu aurais dû écouter la vidéo comme ça. Et maintenant c'est la 3e fois, donc j'espère que tu vas écouter la vidéo comme ça parce que mes recommandations et mes choix de lecture pour le mois vont juste être incroyables. Donc aujourd'hui, je vais te présenter les livres que j'ai prévu lire ou que j'ai déjà lus dans ce cas-ci pour le mois de février. Comment je sélectionne mes livres habituellement, c'est d'abord par envie, mais parfois aussi par thématique. Par exemple, ce mois-ci, c'est The Black History Month, donc j'ai sélectionné des livres qui parlaient de la culture noire, de la culture afro-américaine et de la culture africaine subsaharienne. Mais si jamais ma sélection ne te satisfait pas ou que tu veux avoir plus de choix, je te recommande fortement d'aller consulter le compte Instagram Chanel Time. Je vais te laisser le lien dans la description pour que tu découvres par toi-même. Mais si tu veux attendre d'ici la fin de la vidéo, tu le peux aussi. Donc le premier livre que j'ai lu, c'était ma lecture audio, mon livre audio du mois. Je tiens à t'avertir tout de suite, il y a un trigger warning pour une agression sexuelle. All Boys Aren't Blue par George M. Johnson. C'est un très court livre audio d'à peu près 5 heures et c'est une mémoire YA. Ça parle du soutien qu'il a eu dans son cercle familial et de son expérience avec le racisme et l'homophobie. Ce livre-là est très bien écrit et très bien narré par l'auteur lui-même, mais pour le reste de mon opinion, tu devras attendre à la fin du mois. Juste pour t'inciter encore plus à le lire, je vais te lire 2 des citations qui m'ont le plus frappée. Donc la première citation était à propos de la communauté LGBTQ+. Il dit dans son introduction: "The spectrum of our traumas can be as broad as our identities." Et la deuxième citation: "The most important thing to realize is that you have the agency to make decisions that are in your best interest." Si tu veux en apprendre plus sur ce livre-là, si tu veux y plonger, je te recommande fortement le livre audio. Ensuite, j'ai 2 livres numériques. Le premier étant Le piège du bonheur par Ross Harris, qui m'a été recommandé par une amie. C'est un livre de non-fiction et c'est à propos d'une technique approuvée par des scientifiques et des psychologues pour vivre une vie pleine de sens. Donc ça a été étudié et expérimenté sur des personnes atteintes de dépression, d'anxiété, qui avaient des problèmes de drogue, de consommation et ça les a vraiment aidés. Donc étant une personne anxieuse moi-même, j'espère y trouver des conseils et des techniques qui m'aideront à reprendre le contrôle de ma vie. Le deuxième livre numérique sur mon adorable liseuse qui ne lit pas l'indie, Fix That Please, c'est The Henna Artist par Alka Joshi que j'adore. Je suis rendue à peu près à la moitié du livre et je ne peux pas rester plus de 2-3 heures sans en lire au moins une page. C'est vraiment addictif comme livre. Et l'action se déroule dans les années 1950 à Jaipur, surnommée la ville rose, et Lakshmi y est l'une des plus grandes Mehndywali, donc l'une des plus grandes artisanes de henné, des femmes de la haute société. Donc si vous ne le savez pas, les Mehndywali sont des personnes qui font des tatouages au henné. Le mehendi, c'est le tatouage en lui-même, le motif, et ça peut être utilisé pour toutes sortes d'occasions, pas seulement les mariages, même si c'est le contexte le plus connu. Ça peut être pour n'importe quelle célébration. Donc c'est ça le métier que Lakshmi fait. Elle fait aussi d'autres choses on the side, mais je vais pas trop en révéler
aller là-dessus pour l'instant. C'est après l'indépendance de l'Inde, tout est en effervescence et Lakshmi a l'intention de réclamer son indépendance en ayant sa propre maison. Mais tous ses rêves semblent prendre une direction autre quand son mari la retrouve avec dans son sillage une petite sœur dont elle ne connaissait pas l'existence puisque sa sœur Radha est née l'année où elle s'est enfuie, donc 13 ans plus tôt. C'est une fiction historique et d'habitude je ne suis pas très portée sur les fictions historiques, mais celle-là est juste un véritable page-turner et j'ai très hâte de voir où est-ce que l'histoire s'en va, si Lakshmi va atteindre son but, si elle va trouver une forme de bonheur dans une Inde qui vient d'acquérir son indépendance mais qui est encore traditionnelle sous certains aspects. Un autre livre que je suis en train de lire, je suis en plein milieu de ma lecture, A Torch Against the Night par Sabaa Tahir. C'est le deuxième tome de la tétralogie An Ember in the Ashes. Et comme tu peux voir, j'ai déjà beaucoup de pensées et d'opinions sur ce livre-là. Je l'adore. Si je ne lis pas The Henna Artist, je lis ce livre-là. En fait, ça continue l'histoire d'An Ember in the Ashes. Donc Elias et Laia qui sont en fuite et Hélène qui est après eux. Le nouvel empereur vient d'être choisi par les augures qui sont des espèces de prophètes immortels et puisqu'il est d'origine plébéienne et non un illustrian, donc quelqu'un de la noblesse, sa position est très fragile, ce pourquoi il veut se prouver en mettant la tête d'Elias à prix. Il veut l'exécuter publiquement pour asseoir son pouvoir. Donc l'histoire est une véritable course contre la montre puisque la vie d'Elias est en danger mais aussi la vie du frère de Laia, Darren, qui est emprisonné à Kof, une prison jugée impénétrable, réputée impénétrable, et plus la soif de pouvoir des Illustrians grandit, plus les enjeux sont grands. C'est une suite extrêmement forte. Je pense que je préfère A Torch Against the Night au premier tome. Jusqu'à maintenant, je suis pas mal attachée à tous les personnages. Aussi, j'apprécie beaucoup la tension dans l'espèce de triangle quadrilatère. Pentagone amoureux. J'apprécie beaucoup Elias et Laia. Jaillit Keenan, je le déteste avec une passion. Et Hélène, je la respecte beaucoup. Je respecte ses choix, je suis pas toujours d'accord, mais j'ai une espèce de compassion pour elle parce qu'elle est vraiment prise dans un système patriarcal comme je l'expliquais dans mon bilan de janvier. Mon 5e livre est Lovely War par Julie Berry. C'est un cadeau de Noël de l'une de mes meilleures amies. C'est encore une fois une fiction historique et ça se déroule pendant le 20e siècle, mais l'action commence en 1942 quand Aphrodite, la déesse de l'amour, est surprise en flagrant délit d'adultère par son mari Héphaïstos. Elle était en train de le tromper donc avec Arès qui est le dieu de la guerre et pendant qu'elle explique ses raisons à Héphaïstos, Aphrodite dit qu'elle-même ne peut pas tomber en amour puisque l'amour est son matériau. C'est sa matière première, mais ce n'est pas quelque chose qu'elle peut ressentir. Et ensuite, elle se plaint que son travail est toujours sous-estimé, qu'il est toujours moqué par les autres dieux. Et pour prouver que son art est efficace, important, elle décide de leur raconter 2 de ses histoires préférées qui se passent pendant la Première Guerre mondiale. Je ne suis pas rendue très loin dans l'histoire, mais j'ai entendu énormément de bien de Lovely War, à ce qui paraissait très triste, très beau, très romantique, donc c'est en plein dans le thème de février. J'ai hâte de pleurer toutes les larmes de mon corps à 1h du matin en lisant ce livre. Mon 6e livre est The Candle and the Flame par Nafisa Azad, qui est l'une des plus belles pages couverture de toute ma bibliothèque. C'est tellement beau! Oh, Kitna Sundar hai, shabash, shabash. C'est un roman canadien, une fantasy YA, qui s'inspire du folklore musulman, notamment avec des djinns. Personnellement, j'ai toujours eu un intérêt particulier pour les djinns et tout ce qui entoure ce folklore-là, et je trouve que c'est la lecture parfaite dans ce cas-ci. Ça et The Forbidden Wish par Jessica Khoury, qui était l'une de mes lectures préférées de 2020. Mais dans The Candle and the Flame, il y a aussi des références à l'hindouisme, donc tout ce beau paysage-là, toute cette belle mosaïque, toute cette belle tapisserie de culture est représentée par la ville de Noor. Quand j'y pense, il y a aussi une ville qui s'appelle Noor dans An Ember in the
gaseous. Noor veut dire lumière, donc peut-être qu'il y a un symbolisme derrière ça. Tout ça pour dire que l'action se déroule dans la ville de Noor, où nous rencontrons Fatima, qui est l'une des survivantes d'un massacre de djinns, qui sont les Shayateen djinns, donc une tribu chaotique qui ont massacré la ville de Noor, mais les habitants de Noor ont été sauvés par une autre sorte de djinns qui sont des Ifrites, qui sont devenus un peu les régnants, les rois et les reines de la ville. Donc Noor est protégée par cette famille d'Ifrites, mais l'équilibre reste quand même fragile. J'avoue que j'ai d'abord acheté ce livre à cause de la formidable page couverture, mais l'histoire m'intrigue beaucoup aussi. Même si je suis rendue plutôt loin, je pense que je vais recommencer ma lecture parce que je veux vraiment me plonger adéquatement dans cet univers-là qui a l'air très riche culturellement parlant, mais aussi au niveau de l'histoire. Et je pense qu'il y a une petite intrigue Enemies to Lovers. Je vais vraiment arrêter de dire que j'aime pas Enemies to Lovers parce que ma bibliothèque me contredit constamment. Un autre livre qui est dans la même situation, Forest of a Thousand Lanterns par Julie C. Dowd. C'est un livre que j'ai commencé le 1er janvier 2020 et nous voici en 2021. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, je ne sais pas vraiment pourquoi je ne l'ai pas encore fini. Ce n'est pas un très gros livre, ce n'est pas un livre très complexe. J'ai juste procrastiné sur ma lecture. C'est une fantasy YA qui s'inspire de la culture est-asiatique et c'est aussi une revisitation du conte de Blanche-Neige du point de vue de la méchante reine. Personnellement, je n'aime pas toujours les histoires d'origine des vilains dans les contes parce que je trouve que ça justifie trop des mauvaises actions. Mais dans ce cas-ci, j'aime bien Shifung, qui est notre héroïne, qui s'est toujours fait dire qu'elle deviendrait l'impératrice, qu'elle détrônerait l'impératrice actuelle pour devenir la femme de l'empereur. Mais au lieu d'obéir à son destin et de suivre cette voie-là, elle décide de s'enfuir avec l'homme qu'elle aime. Mais même si elle accomplit cette action-là, elle met quand même les roues du destin en marche. Et j'ai trouvé très intéressant comment it's doomed. On dirait que peu importe ce qu'elle fait, elle est condamnée à accomplir son destin et je veux vraiment voir comment ça s'accomplit. Ça se conclut, un peu comme avec Heartless par Marissa Mayer. J'espère vraiment que c'est un livre que je vais finir, sinon recommencer en 2021. Un autre livre que j'ai commencé il y a à peu près un an, Children of Blood and Bone par Tomi Adeyemi. C'est un roman de fantasy YA qui s'inspire de la mythologie et du folklore d'Afrique de l'Ouest, ce que je trouve très intéressant parce que je n'ai pas beaucoup de notions sur la culture de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est l'histoire de Zélie, dont la mère a été assassinée parce qu'elle pratiquait la magie. Tout ce qui est surnaturel a été éradiqué de leur royaume à cause du roi qui les a chassés et les a traqués sans relâche. Sauf que Zélie apprend qu'il existe une source de magie qui pourrait redonner ses pouvoirs et son espoir à son peuple. Donc s'enclenche une espèce de course contre la montre pour qu'elle arrive à cette source magique avant le prince héritier qui lui veut détruire cette source de magie. Donc c'est un best-seller, un livre très populaire, ce pourquoi je l'ai acheté d'abord parce que j'en entendais beaucoup de bien. Comme pour Forest of a Thousand Lanterns et The Candle and the Flame, je vais peut-être devoir le recommencer pour bien m'y replonger, pour bien rafraîchir ma mémoire, mais j'ai l'intention encore une fois de le finir ou de le recommencer cette année parce que je trouve cet univers très intéressant et les personnages aussi ont l'air très attachants, si je me souviens bien, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas ouvert. Shame. Un autre livre qui ressemble un peu à Children of Blood and Bone, je pense que les deux ont été comparés. Je veux bien entendu parler de A Song of Wraith and Rune par Rosanne Brown. Comme pour Children of Blood and Bone, c'est inspiré de la culture et du folklore d'Afrique de l'Ouest, et c'est aussi un trope Enemies to Lovers. Ma bibliothèque conspire contre moi. Et c'est à propos de Malik, dont la petite sœur a été enlevée par des esprits vengeurs. Pour la libérer, il s'engage à tuer la princesse de son royaume, Karina. Karina, qui est en effet la princesse héritière, qui est en deuil de sa mère et qui veut en fait ressusciter la reine défunte en utilisant une magie ancienne. Et une partie de ce rituel consiste à offrir le cœur encore battant d'un roi
bras. Alors Karina offre sa main en mariage, tandis que de l'autre, elle tient un couteau. Je trouve que c'est une dynamique super intéressante à suivre, j'ai hâte de voir où est-ce que l'histoire s'en va, et je suis intriguée de savoir qui va l'emporter, qui va réussir à déjouer l'autre en premier. Les jeux psychologiques, les stratégies, tout ça a l'air super intriguant. Et finalement, dans cette très longue et très ambitieuse TBR ou pile à lire, je te présente Legendborn par Tracy Deonn. Tu sais maintenant d'où vient mon maquillage. C'est une autre fantasy YA qui s'inspire de la légende arthurienne et ça tombe bien parce que je suis retombée dans Kaamelott récemment. Kaamelott étant une série française créée par Alexandre Astier qui reprend aussi la légende arthurienne. Mais Legendborn parle de Bree, une jeune fille, une adolescente qui vient de perdre sa mère et qui décide qu'elle ne veut plus rien avoir avec son passé, avec sa maison d'enfance. Donc elle décide de se rendre dans un pensionnat où elle est témoin d'un événement surnaturel et où elle rencontre une espèce de société secrète qui s'appelle Legendborn. Cette nouvelle rencontre et ces nouveaux événements vont forcer Bree à retomber dans ses souvenirs et surtout à se remémorer la nuit de la mort de sa mère. C'est sûr que je me suis laissé beaucoup d'options. 10 livres pour février, c'est beaucoup, mais je veux être sûre de ne pas être trop restreinte par ma liste de livres à lire, c'est pourquoi je me laisse beaucoup d'options. Ce qui m'amène à te demander, toi, c'est quoi ta meilleure technique pour décider de qu'est-ce que tu vas lire dans un mois ou dans une semaine? Quels sont les livres que tu veux lire pour le mois de février? Fais-m'en part dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, à aimer la vidéo et à la partager. Suis-moi sur Instagram, suis-moi aussi sur ma chaîne principale où je présente mes créations, mes chorégraphies de danse indienne, de danse Bollywood, mais aussi de danse folklorique et de pas mal tous les styles que je veux explorer. C'est tout pour moi. Je m'appelle Mookie et j'espère que tu trouveras ton prochain coup de cœur sur Bookie Covers. Bye! All Boys Aren't Blue par George M. Johnson. Ma voix est partie. L'anglais. Il en reste 3. Go, 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 go!